Bienvenue sur 42 minutes, le podcast dédié à la reconversion professionnelle. Je m'appelle Alban Mas, je suis chef d'entreprise et chaque mois, nous partons à la rencontre d'un invité qui a décidé de changer de métier. 42 minutes, c'est juste assez de temps pour découvrir son histoire, comprendre sa nouvelle vie et apporter sans aucun tabou des conseils à tous ceux qui cherchent leur voie. Salut et bienvenue pour ce troisième épisode de 42 minutes. Quelques nouveautés à venir. La toute première, c'est que j'ai décidé d'augmenter la fréquence de diffusion des épisodes. On va passer à une fois tous les 15 jours, donc je vous promets pas de m'y tenir tout le temps, mais je vais essayer de diffuser tous les 15 jours une nouvelle interview, parce que j'ai entendu qu'il y avait un petit peu de demande, notamment pour accélérer un peu le rythme. Donc voilà, j'ai entendu ça, on va essayer. Et puis la deuxième chose qui est très importante pour moi, c'est un partenariat qui démarre avec le site nouvellevieprofessionnelle.fr. Donc nouvellevieprofessionnelle.fr, c'est un peu le portail de la reconversion. Je vous invite à aller faire un tour. Si vous avez un projet de reconversion, si vous connaissez quelqu'un qui est en train de se poser des questions, qui cherche un coach, qui cherche des réponses, qui cherche un financement, le portail en France, c'est vraiment ce site-là et je vous invite à faire un tour. Et alors, sans plus attendre, je vous avais promis un invité un peu spécial pour cet épisode. Donc vous verrez, l'épisode est super long. Accrochez-vous, j'espère que c'est pas trop long. Si c'est trop long, vous me le dites. Moi, ça m'a bien plu en tout cas de tourner ça. Et c'est long tout simplement parce qu'on va rencontrer Alban Préaubert. Donc Alban, c'est un ancien sportif de haut niveau qui est allé très très loin dans la compétition en patinage artistique et qui s'est reconverti après dans la finance de marché. C'est une double histoire avec 2 boulots et on est allé assez loin dans le détail pour vous décrire ces 2 jobs, ces 2 carrières qui n'ont absolument rien à voir. Mais vous verrez, il y a quelques petits points communs quand même entre les deux. Voilà, j'en ai déjà trop dit, je vous laisse découvrir son histoire maintenant. Presenting now from France, please welcome Alban Préaubert. Salut Alban. Bonjour. Écoute, merci beaucoup de prendre le temps de parler un peu de tes jobs. Ce qui est intéressant dans cette interview, pour ceux qui nous écoutent, c'est que Alban, il était dans un boulot qu'on connaît peu, qui est le patinage artistique, et il est allé très très loin dans cette carrière. Et ensuite, il a changé complètement, en gardant un pied quand même dans le patinage artistique, mais il a changé complètement pour une autre carrière d'un métier qu'on connaît assez peu, qui est celui de gérer des SICAV. Oui, OPCVM, SICAV, bon, c'est des termes techniques, mais en gros des fonds. Gérer des fonds actions en l'occurrence pour moi. Donc voilà, donc l'idée, Alban, c'est qu'on puisse démarrer sur le début, c'est au tout début de ça, comment tu t'es mis au patinage artistique? Ouais. C'était un petit peu un hasard. C'est vrai qu'on devait partir en vacances au ski donc avec mes parents. Et puis j'habitais à l'époque à Charleville-Mézières et mon père s'est dit que pour découvrir un peu les notions de glisse, d'équilibre, etc. et apprendre plus vite finalement à skier, c'était pas idiot de m'emmener à la patinoire faire 1 ou 2 sessions de glisse en amont de ce séjour au ski. Et puis c'est vrai que finalement dès le début j'ai accroché. L'entraîneur du club m'a repéré aussi. J'étais un petit peu casse-cou. J'osais aller vite. J'avais pas peur de tomber. Et c'est effectivement des qualités qu'il faut avoir pour progresser. Là, il faut prendre des risques en patinage pour progresser et c'est ce que je faisais dès le plus jeune âge. Il s'avère que j'ai assez vite progressé justement, monté dans la hiérarchie d'abord régionale, puis après nationale, puis internationale. Et finalement, j'ai eu tellement de compétitions durant les hivers que j'ai jamais pu retourner au ski et au grand désespoir de mon père qui adore ça. Mais voilà, c'est vrai que c'est un peu comme ça que s'est construit ma carrière en patinage. Voilà, j'étais pas vraiment destiné à en faire une. C'est vrai que je rêvais pas d'être champion quand j'étais plus jeune, mais juste j'ai pris goût finalement aux entraînements. J'ai progressé en hiérarchie et au final, ça m'a mené quand même assez haut. Alors, t'as démarré à quel âge, si on refait un peu le film? Ouais, j'ai démarré à 6 ans et demi. Donc effectivement, c'est quand même un sport à maturité assez précoce, le patinage. Donc pour espérer faire une carrière, il faut démarrer tôt, à 5-6 ans. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, 6-7 ans, j'étais en club, donc avec une séance seulement par semaine. Et puis, assez vite, je suis rentré dans le groupe compétition à l'âge de 8 ans. Et là, ça a commencé à devenir un peu plus sérieux déjà. Comment tu gères les cours et le patinage? Merci maman, merci papa, parce que c'est vrai que c'est quand même un sport qui est assez onéreux. On avait fait des petits bilans, c'était pas loin de 30 000 €
la saison, hein. Bon, évidemment pas 8-10 ans, mais quand ça devenait sérieux, qu'il fallait faire des déplacements pour les compétitions à la fois nationales et à l'international, le montage des programmes, des chorégraphies, hein. Ça peut être 5 000 € par chorégraphie, donc pour monter la gestuelle d'un programme. Ça peut être 1 000 ou 2 000 € le montage musical. Ça peut être 3 000 € le costume, sachant qu'il y a 2 programmes par saison à monter. Donc voilà, vraiment c'est vite très onéreux. Heureusement, mes parents ont pu m'accompagner et lancer ma carrière en investissant pas mal. Et puis ensuite, il y avait quand même quelques subventions, quelques aides qui sont arrivées quand j'étais membre de l'équipe de France. Est-ce que j'allais te demander, du coup, en fait, il n'y a pas trop de sponsors dans le patinage ici? Non, très très peu, malheureusement. Ça s'explique assez simplement. C'est vrai que on a des costumes à paillettes, hein, quand on fait des programmes en compétition. On a l'obligation de porter des costumes en lien avec un thème. Et du coup, on n'a évidemment pas le droit d'afficher le moindre sponsor, hein, durant la performance. On a le droit éventuellement d'en afficher quelques-uns, mais avec une taille limitée sur le Kiss and Cry, qui fait que les sponsors auraient une très faible visibilité en sponsorisant un patineur artistique. Et c'est pourquoi on a assez peu de marques qui sont intéressées pour venir nous financer, même si je dis ça, c'est le cas pour les patineurs français. Après, dans certains marchés en ce moment, c'est extrêmement populaire, hein, le patinage artistique. Je pense notamment en Corée, au Japon, ou même en Russie, hein, où c'est vraiment le sport national. Et là, on a quand même quelques athlètes. Je pense notamment à Yuzuru Hanyu, double champion olympique, qui a des contrats de sponsoring majeurs, hein, qui passe régulièrement dans des spots TV, etc. et qui lui est multimillionnaire grâce au patinage. Mais c'est un sport qui est finalement assez ingrat, hein, parce que quand on est dans le top 3, top 5 mondial, on peut bien gagner sa vie. On survit entre la 5e et la 10e pour aller loin jusqu'à la 15e place mondiale. On peut survivre et pas perdre d'argent, voire en gagner un tout petit peu. Et au-delà, c'est des investissements et on n'arrive pas à rentrer dans ses frais. Donc c'est effectivement assez ingrat. Donc tous les patineurs qu'on connaît en France qui vont tenter les JO, un peu comme toi en fait, qui vont avoir une carrière internationale, qu'ils aient 15 ans, 16 ans, 20 ans, en gros, ils sont à peu près tous à autofinancer tout leur programme à peu de choses près, quoi. Oui, effectivement, hein. Donc il y a certaines régions, certaines collectivités, la fédération des fois qui peuvent venir en appui, hein, quand il y a un grand talent pour essayer de permettre aux patineurs d'avoir des moyens supplémentaires, parce que c'est vrai que avoir une chorégraphie d'un grand nom, avoir l'appui technique d'un grand expert aussi peut évidemment accélérer la progression, mais tout ça c'est compliqué effectivement sans les moyens et sans une aide extérieure. C'est hyper intéressant, il y a plein de questions, forcément plein de questions intéressantes. Tu parlais tout à l'heure du Kiss and Cry, c'est quel élément de la tenue celui-là? Le Kiss and Cry, c'est en fait quand on attend les notes, donc on sort de piste et on est dans une zone où effectivement on est assis à côté de son entraîneur et on attend que les juges délibèrent et sortent les scores. C'est la zone qui est appelée Kiss and Cry parce que effectivement on peut s'embrasser si on est content de sa performance et on peut pleurer beaucoup si on est déçu. C'est clair qu'à chaque fois on sent une émotion de dingue dans chaque compétition. Quand on regarde, c'est plutôt les JO qui sont les plus regardés et des compétitions internationales. À chaque fois on sent une émotion de dingue, c'est clair. Pour l'athlète, c'est un sport qui est très difficile. Je pense que c'est un des sports les plus difficiles, peut-être avec la gymnastique aussi, parce que voilà, c'est très précis. Enfin, c'est un sport qui est très technique. Et la moindre erreur coûte très cher. Voilà, si on fait une chute, on est quasiment condamné. Alors c'est des années et des années d'entraînement pour un programme long qui dure 4 minutes. Et si on fait la moindre erreur, tous nos rêves de médailles peuvent s'envoler. Encore une fois, on patine sur des lames de quelques millimètres et la moindre erreur de trajectoire, la coordination qui est pas parfaite, tout de suite ça nous met à la faute. Et c'est des années d'entraînement qui s'envolent en un tout petit geste raté. Donc c'est un métier qu'on connaît pas très bien, même pas du tout. Tu nous as parlé de l'aspect autofinancé, donc un peu dur. Oui. Tu nous as parlé de l'aspect très exigeant techniquement. Moi, plein de questions que je me pose, mais parmi toutes ces questions, l'une d'entre elles, c'est le quotidien. Quand tu avais 18 ans, tu commences à faire pas mal de grosses compètes, tu fais des championnats du monde, tu te bats au niveau international. Et à quoi ressemble le quotidien, une année type? On parlera après de la semaine type de ta nouvelle vie, mais qu'est-ce qui se passe concrètement dans ta vie quand tu es patineur pro? Ouais, en fait, la saison de compétition dure à peu près de septembre à mars. Alors des fois, ça peut se prolonger jusqu'à avril, mais en gros, c'est de septembre à mars. Donc au mois d'avril, mois de mai, justement, on est déjà dans la préparation de la saison suivante. C'est-à-dire qu'on est dans une période où on commence à chorégraphier justement les programmes qu'on présentera en compétition l'année d'après. En mai-juin, on commence déjà à répéter ces programmes et puis on fait un gros travail de préparation physique aussi, parce que finalement, au quotidien, la préparation physique, on n'aura pas
trop le temps de la travailler dans la saison, même si on en fait évidemment pour se maintenir en forme, mais le foncier vraiment doit être fait plutôt durant l'été. Juillet et août, on fait les stages de préparation intensive, donc avec toujours un peu de travail physique, mais également déjà du travail technique sur les nouvelles difficultés qu'on a envie de présenter. Et puis après, on rentre dans une période qui est un peu plus routinière, de septembre à mars, avec des routines d'entraînement plus traditionnelles, on va dire. Et puis du coup, avec des compétitions qui, on a à peu près entre 6 et 10 compétitions à caler dans l'année. Donc le planning est fait en collaboration avec l'entraîneur. Puis en fonction évidemment des compétitions auxquelles on est éligible. Coupe du Monde, il y en a 2, voire 3 pour les meilleurs, avec une finale du Grand Prix qui est organisée chaque année. Championnat d'Europe, championnat du monde, championnat de France, évidemment l'étape indispensable pour se qualifier à ces grandes compétitions internationales. Masters également, qui est une compétition de rentrée, et puis ensuite 1 ou 2 compétitions de préparation en parallèle à caler dans le calendrier. Dernier point, c'est également les galas. Finalement, c'est un peu l'avantage financier. C'est vrai que on a un sport qui est quand même assez esthétique, hein, et on peut gagner un petit peu d'argent grâce aux galas. D'ailleurs, pas mal de patineurs, hein, après leur carrière de compétition, se reconvertissent dans les spectacles, dans les tournées comme Holiday on Ice, Disney on Ice, ou les bateaux de croisière aussi, qui organisent pas mal de tournées. Il y a le Cirque du Soleil aussi maintenant qui s'est lancé dans le patinage. Donc même avant ça, on peut avoir les tournées de l'équipe de France, par exemple, 2 ou 3 semaines par an, vont organiser au mois d'avril, juste avant le montage des programmes, et ça permet un peu d'aider aussi au financement de la saison et de se mettre un petit peu d'argent de côté. Comment tu prépares une compétition ? Il y a plusieurs compétitions sur une saison. Oui. Et comment tu prépares une compétition ? Alors c'est vrai qu'on fait un gros travail avec beaucoup de répétitions, des entraînements très durs, 1 semaine avant la compétition, et on allège largement la routine d'entraînement 2 ou 3 jours avant le départ, pour créer du jus, hein, être beaucoup plus frais en arrivant sur le lieu de compétition. Et puis ensuite, voilà, une fois sur place, on a des entraînements officiels, donc 1 ou 2 entraînements officiels, donc les 2 premiers jours. Puis ensuite, le jour de la compétition arrive, donc la compétition se déroule sur 2 programmes. Donc il y a un programme court qu'on appelle aussi le programme technique le premier jour. Donc ça, c'est un programme de 2 minutes 50 avec des éléments qui sont imposés. Et ensuite, il y a le programme libre le lendemain, qui est un peu la grande finale, où là, le programme est plus long du coup, avec un programme qui dure 4 minutes et un peu plus de liberté sur la composition du programme et sur les éléments qu'on présente. Et évidemment, à l'issue de ces 2 programmes, il y a un cumul des 2 scores qui est calculé, et on sait qui a gagné. Et un programme que tu présentes, imaginons en décembre, tu t'entraînes depuis février, mars, avril physiquement, tu t'entraînes encore plus intensément 2-3 mois avant, et juste quelques jours avant tu calmes un peu pour avoir du jus. À quel moment ont été décidés vraiment le cœur du programme, la musique, la chorégraphie, les figures que tu vas tenter ? Oui, alors le choix de musique est effectivement extrêmement important, hein, parce que c'est une musique qui va nous suivre toute l'année, qu'on va entendre tous les jours 3, 4, 5 fois à l'entraînement, donc ça peut très vite lasser, hein. Si on n'a pas fait le bon choix, en fin de programme, le programme plus d'impact en fait, on n'arrive plus à l'interpréter comme il faut. Donc c'est effectivement un choix qui est extrêmement important, le choix de musique. Alors il doit être fait au plus tard, a priori mois d'avril-mai, mais après c'est vrai que du coup moi chaque année j'étais un grand mélomane au mois de mars, justement, pour avoir le maximum d'idées possibles, puis surtout trouver la bonne idée de programme. Par contre, des fois, finalement, en écoutant de la musique tout au long de l'année, on a une inspiration, et puis on sait que cette musique, on veut l'utiliser un jour pour un programme. Alors après, on décide si c'est pour la saison à venir, ou alors on se le garde de côté pour l'année olympique, ou pour une année importante. Voilà, c'est vrai qu'une année, j'ai voulu patiner sur Kalinka, donc le thème folklorique russe, et j'ai profité de l'année où j'étais sélectionné à la Coupe de Russie pour choisir ce programme libre, et qui m'a finalement bien réussi. T'avais déjà un peu en tête de patiner sur cette musique un jour, et t'as débloqué le truc pour cette compétition. Effectivement, je savais que j'allais être sélectionné à cette compétition en Russie, et je me disais que effectivement c'était un beau clin d'œil au public russe, que j'aurais un peu leur soutien. C'est vrai que c'est quand même important de sentir aussi le public avec soi, hein. C'est comme sur un terrain de foot, hein. Alors là, j'étais pas à domicile, mais c'était tout comme finalement avec l'engouement du public russe qui m'a porté. J'ai vraiment d'excellents
d'excellents souvenirs de cette compétition, cette Coupe de Russie. Moi, j'avais compris que c'était le coach qui choisissait la musique, mais en fait, je crois que t'as pris la famille Adams, si je dis pas de bêtises, pour une compète. C'est vrai. Là, c'est toi qui décides et t'assumes ton truc. T'as personne qui te dit, bah non, ça passera pas, ou je sais pas. Alors, c'est vrai que moi, j'écoutais vraiment beaucoup de musique et j'avais à cœur d'imposer mes musiques. Après, c'est quand même un travail qui se fait en collaboration avec le coach et également le chorégraphe. Et j'avoue que plusieurs fois, je me suis fait un peu censurer par mes coachs et chorégraphes parce que c'est vrai qu'on est quand même dans un milieu qui est assez conservateur et qu'il était encore plus d'ailleurs à mon époque, parce qu'à mon époque, on n'avait même pas le droit d'utiliser les paroles. Aujourd'hui, le patinage s'est modernisé quand même et du coup, on peut utiliser des chansons, des paroles dans les musiques. Mais c'est vrai que voilà, moi, j'avais à cœur quand même de patiner sur des musiques que je sentais, donc qui venaient de moi. Bon, ça n'a pas été toujours le cas quand même. Une ou deux fois, mon coach m'a proposé, et puis voilà, c'était des musiques qui me convenaient bien. Quand j'étais un peu plus jeune, j'avais un autre coach qui était effectivement un peu plus directif et qui là, du coup, me laissait pas le choix. Il arrivait avec deux musiques et il me disait, t'as le choix entre cette musique et cette musique, mais cette musique-là est beaucoup mieux, donc tu vas la prendre. D'accord. Voilà. Dans ton équipe, tu as un coach sportif, un chorégraphe, un costumier. Oui, il y a une personne effectivement qui fait les costumes. Alors souvent qui les dessine aussi. Parfois, ça peut être une autre personne encore qui dessine le costume que la couturière. Il y a également un préparateur physique. Il y a souvent un kiné, médecin, etc. Parce que c'est vrai qu'on est quand même assez souvent blessé. C'est vrai qu'un sportif de haut niveau... Enfin, moi, j'ai le souvenir sur mes 4-5 dernières années de patinage, il n'y a pas un jour où je me suis entraîné en étant totalement indemne, en n'ayant rien, en n'ayant aucune douleur. Donc, il faut évidemment être pas mal contrôlé. Moi, j'avais accès à des soins à l'INSEP, des massages, la cryothérapie. C'était effectivement assez essentiel de tenir ces soins pour récupérer le plus vite possible et être le plus performant possible. Voilà. Après, il y a des staffs qui sont encore plus impressionnants que celui que moi j'avais. Ça peut être entouré aussi par un préparateur mental, par un diététicien. Donc voilà, moi c'est un professeur de danse aussi. Donc moi c'est des expertises que j'avais pas forcément au quotidien, mais sur lesquelles j'ai pu m'appuyer à certains moments quand même. C'est pour ça effectivement que ça peut coûter très très cher si on n'est pas financé par la fédération, par un pôle ou par une collectivité. D'accord, ouais, bien sûr, ça fait du monde. Ouais. C'est vrai que le chorégraphe a un rôle très très important en pré-saison, on va dire. Voilà, c'est la personne clé du début de saison, on va dire, et puis après le coach, lui, c'est plus une fois que les compétitions sont lancées, parce que là le programme est figé, donc il peut y avoir quelques petites adaptations. Le chorégraphe vient faire des retouches de temps en temps, vient vérifier qu'on n'a pas massacré sa chorégraphie, parce que c'est vrai que plus on a de gestes avant les sauts, plus c'est compliqué de réussir ces sauts. Ça crée de la richesse au programme, ça permet de faire monter la note artistique, mais sur la technique et la réussite des sauts, c'est tout de suite plus contraignant, plus exigeant. Donc il y a certains patineurs et je pense que j'en fais partie qui essayaient de retirer quelques-uns des gestes pour se faciliter la vie et réussir le plus possible les sauts. Voilà, parce que c'est vrai que les deux sont très très importants, quoi. L'artistique et la technique, c'est un sport où il y a effectivement les deux composantes. Et c'est vrai que moi j'avais à cœur de réussir mes sauts. Je me sentais plus technicien dans l'âme qu'artiste, mais néanmoins il fallait surtout pas sacrifier la chorégraphie. Et c'est pour ça que souvent on me remettait le chorégraphe dans les pattes au cours de la saison. Et c'était pas plus mal. Est-ce que dans l'absolu, le chorégraphe s'occupe vraiment de l'esthétique et le coach vraiment de la technicité des figures? Évidemment, les meilleurs coachs ont également la capacité de retoucher la chorégraphie, de faire travailler l'artistique, mais grossièrement, c'est effectivement ça. On a plus le chorégraphe qui est le spécialiste de l'artistique et le coach qui est plus focalisé sur la technique. On parlait de compétition. Un truc que personne n'a jamais compris, et j'en suis le premier, c'est le système de points. Est-ce que pour cette occasion, tu peux nous démystifier tout ça? J'aurais aimé le comprendre aussi, ce système de points. C'est vrai que des fois, c'est pas très très évident, même en tant qu'athlète et même en tant qu'expert, de saisir toutes les nuances. Bon, c'est vrai que le patinage a souvent été pointé du doigt pour des controverses, pour des petits arrangements entre amis. Voilà, je pense qu'il y a quand même eu une nette évolution dans le bon sens. Et c'est vrai que d'ailleurs, il y a eu une grande révolution dans le système de jugement. C'était dans les années 2000. Il y a eu le scandale de Salt Lake City. Donc jusqu'à Salt
Salt Lake City, en fait, c'était un système en 6-0. Donc tout le monde c'est vrai que c'était assez marquant. Tout le monde se souvient. Voilà, le 6-0, c'est quand même une note qui était assez mythique, mais qui n'existe plus aujourd'hui dans le patinage. Et c'est vrai que suite à justement une polémique lors des Jeux de Salt Lake City, avec soi-disant des arrangements entre juges, on est passé à un système beaucoup plus codifié, inspiré de la gymnastique tout simplement, avec chaque saut, chaque élément, chaque pirouette, chaque pas, etc., qui a une certaine valeur. Et ensuite, les juges adaptent, mettent des bonifications ou des malus en fonction de la qualité d'exécution de l'élément. Donc c'est beaucoup plus transparent, c'est beaucoup plus objectif. Du coup, il y a plus ce 6-0 qui parlait à tout le monde. Et donc souvent, les scores maintenant peuvent dépasser les 300 points chez les meilleurs garçons. Ça évolue sans cesse. L'avantage, c'est qu'il y a maintenant la possibilité d'avoir des records du monde, de battre des records du monde. Ça, c'est assez stimulant pour les patineurs aussi. Mais c'est vrai que c'est un système qui est très complexe. Les règles changent assez souvent. L'échelle de points aussi sur certains éléments a tendance à varier à travers le temps. Donc voilà, moi je me mets à jour au quotidien parce que je suis toujours un peu impliqué dans le patinage. Mais c'est un système qui est effectivement très complexe. Jusqu'à quel âge t'étais à fond en compète? Alors j'ai effectivement patiné donc jusqu'à l'âge de 26 ans. Donc j'ai arrêté ma carrière après les championnats d'Europe en 2011. Donc jusqu'à 2011, tu es, j'allais dire à temps plein, mais c'est plus qu'un temps plein. Toute ta vie est dans le sport, j'imagine, pour la performance. Oui, alors c'est vrai que c'est un temps plein, hein, parce que quand on est au haut niveau, effectivement, on a 4 heures d'entraînement sur glace par jour, 1 heure et demie de préparation physique, 1 heure de stretching, on va dire, 1 à 2 heures de danse à rajouter par semaine, plus les soins chez le kiné. Puis c'est vrai que c'est quand même assez éprouvant, donc c'est vraiment déjà une première vie à passer dans le patinage. Malgré tout, hein, j'avais fait des études moi en parallèle, donc ça faisait des très grosses journées. Il fallait être bien organisé. C'est vrai que voilà, avec mes études à l'ESCP en parallèle de ma carrière, c'était des sacrées journées. Ouais, j'imagine. Comment ça s'est mis en place, le fait de faire des études supérieures pendant ta carrière pro? C'était une évidence? Oui, c'était une évidence. C'est vrai que moi, dans ma conception de ma vie future, mes parents m'avaient toujours fixé la priorité sur les études. Donc c'est vrai que j'avais en tête que c'était important, hein, d'être diplômé, de faire des efforts pour s'assurer un bel avenir professionnel dans le futur. J'avais la chance d'être un très bon élève, hein. C'est vrai que j'avais des bonnes notes dès le plus jeune âge, au collège, au lycée, donc j'ai eu le bac avec mention très bien. Et au début, je m'orientais vers un parcours assez traditionnel, prépa, puis ensuite entrer dans une grande école. J'avais vraiment envie de faire une grande école de commerce. L'année de mon bac, j'ai été 3e donc des championnats du monde junior. Et c'est vrai que à partir de ce moment, je me suis dit que ce serait quand même dommage de pas tenter sa chance dans le milieu du patinage artistique. C'est vrai que j'ai quand même atteint un très bon niveau, donc autant aller aussi essayer de jouer cette carte à fond. Et c'est vrai que je savais très bien, enfin tout le monde me le disait, que c'était totalement impossible de concilier une vie de sportif de haut niveau en parallèle d'études dans une prépa, trop exigeant de mener les deux de front. Donc du coup, je suis rentré à l'université d'Evry en économie-gestion, avec l'espoir quand même de pouvoir réintégrer une grande école de commerce à l'avenir, avec des concours passerelles. Je savais qu'il y avait un concours notamment à l'ESCP qui était organisé pour les sportifs de haut niveau, et j'avais la chance d'être évidemment inscrit sur les listes ministérielles des sportifs de haut niveau. Donc je savais qu'en bac plus 2 ou bac plus 3, j'aurais l'occasion de tenter ce concours, et du coup c'est comme ça que j'ai décidé de mener ma carrière, mon double parcours sportif et étudiant. Et effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir passer ce concours et surtout de réussir à intégrer le SCP. Ça devait être en 2005, je crois. Et alors là, quand tu démarres le SCP, tu as encore un pied bien dans le patinage, ou tu décides de tourner la page? Non, j'avais encore, effectivement, j'étais encore très impliqué dans le patinage, et j'avais surtout un gros objectif, c'était de participer aux Jeux Olympiques de 2006, et surtout j'étais encore assez jeune, hein, donc je me voyais bien prolonger jusqu'à 2010 au moins. Donc c'est vrai que j'avais été voir les conseillers de l'ESCP pour un peu discuter de l'évolution à donner, comment mener finalement ma scolarité à l'ESCP en parallèle de ma carrière. Et donc ils m'ont suggéré d'étaler ma scolarité, donc ce que j'ai fait. Des 3 ans de parcours à l'ESCP, je les ai étalés sur 5 ans, ce qui m'a permis d'avoir pas mal de temps du coup pour m'entraîner et mener les deux de front.
Comment le truc a-t-il mûri? À quel moment tu t'es dit, tiens, il faudrait que je bascule un peu vers autre chose? Oui, c'est vrai que donc tout en voulant évidemment m'impliquer à fond dans ma carrière sportive, j'avais quand même en tête de faire autre chose plus tard. J'étais quand même très très conscient qu'une carrière sportive et notamment dans le patinage artistique, c'est des carrières qui s'arrêtent jeunes. Hein. C'est vrai que c'est quand même très traumatisant pour le corps. Hein, le patinage artistique, on reçoit près d'une tonne à chaque réception de saut. Donc voilà, on sait qu'on s'abîme assez vite et qu'au-delà de 25 ans, ça devient dur. Qu'au-delà de 30 ans, ça devient quasiment impossible de poursuivre au très haut niveau de compétition. Donc voilà, je savais qu'il fallait que j'assure mon avenir et surtout pour moi avoir ce double parcours sportif et étudiant, ça me permettait aussi finalement de vivre plus sereinement ma carrière de sportif, de pas me mettre une pression démesurée sur mes résultats en compétition et vraiment finalement d'aller chercher uniquement le plaisir dans le sport. Et voilà, typiquement si je ratais mon championnat d'Europe, au final, évidemment, j'étais dévasté parce que je m'étais entraîné très dur et que j'avais très très envie de réussir cette compétition. Mais au final, ça remettait pas en cause ma vie future. Enfin, c'était vraiment réussir une compétition, c'était que la cerise sur le gâteau. Et du coup, ça me permettait vraiment de concevoir le patinage artistique comme, je vais pas dire un loisir parce que j'étais évidemment très très engagé dedans, mais vraiment uniquement comme du plaisir et je pense que ça a été une très très bonne chose et du coup vraiment je garde que des excellents souvenirs de ma carrière sportive et je sais que certains sportifs des fois ont une sorte de frustration, peut-être d'aigreur parfois de pas avoir été aussi performants qu'ils auraient aimé l'être, de pas avoir été jusqu'au bout ou alors une frustration d'avoir été blessé au mauvais moment. Tout ça heureusement j'expérimente pas du tout et finalement quand je me retourne sur ma carrière c'est que les bons souvenirs qui remontent. D'accord, et si je dis pas de bêtises, les deux raisons qui t'ont fait basculer progressivement, c'est déjà le fait que tu aimais aussi ta vie hors patinage. Oui, c'est vrai que je vais pas dire que j'aimais l'école. Hein. Je sais pas s'il y a des gens qui aiment l'école, mais en tout cas, j'étais assez performant effectivement comme étudiant. Et puis voilà, j'avais des bons potes aussi au lycée, puis à l'ESCP. Donc pour moi, c'était inconcevable de faire les études par correspondance au CNED. Il y en avait pas mal dans le milieu sportif qui effectivement prennent ce choix pour avoir un peu plus le temps de s'entraîner. Moi, clairement, ça correspondait pas à mon équilibre personnel et j'avais besoin effectivement de sortir du milieu du patinage artistique de temps en temps pour l'apprécier encore davantage. Ça, plus le fait que tu sais que c'était physique et tu disais à chaque entraînement, tu connais pas un entraînement où tu t'es pas abîmé, c'est dingue. Ouais, c'est vrai que au-delà de 20 ans, j'ai l'impression que mon corps était tout le temps blessé, ce qui m'empêchait pas on est un peu maso quand on est sportif, donc je prenais malgré tout énormément de plaisir à m'entraîner. Mais c'est vrai qu'en permanence, il y avait soit des courbatures très fortes de la journée précédente, je m'étais fait quand même pas mal d'entorses aux chevilles, donc finalement j'ai l'impression que ma cheville a jamais été vraiment consolidée. J'avais des problèmes d'arthrose dans le genou aussi, c'est un peu ça qui m'a poussé à la retraite entre guillemets, parce que c'est vrai que c'était quand même de plus en plus fort ces douleurs jour après jour. C'est vrai que notamment ma dernière saison de compétition entre l'arthrose plus une petite fissure au ménisque que j'avais sur mon genou gauche, et là ça devenait vraiment vraiment douloureux. Je sentais aussi qu'il y avait des jeunes patineurs qui poussaient, qui commençaient à être plus performants que moi. Puis j'allais être diplômé de l'ESCP aussi, c'était en 2011, c'était ma dernière année d'études, donc voilà, finalement tout ça m'a poussé un peu à la raison et c'est vrai que c'était un peu le choix de la raison de raccrocher les patins parce que ça restait encore une vraie passion pour moi le patinage artistique, mais en tout cas c'est le choix je pense qu'il fallait faire à ce moment-là. Voilà, j'ai pris cette décision en janvier 2011 après les championnats d'Europe et clairement c'est ce qu'il fallait faire. S'il y a bien un truc que t'as pas dû avoir le temps de faire pendant toutes ces années, c'est de savoir quelle carrière t'allais choisir pour la suite et quel genre de boulot t'allais faire. Ouais, c'est vrai que je savais pas vraiment dans quoi j'allais me lancer. Quand j'étais à l'ECP, il y avait plein de choses qui m'intéressaient, le marketing m'intéressait, la stratégie m'intéressait, donc pourquoi pas j'envisageais de faire une carrière dans le conseiller en stratégie. Dans l'événementiel aussi, ça aurait paru assez logique finalement de poursuivre un peu dans mon secteur, dans le secteur du sport, organiser des événements sportifs. C'est vrai que j'avais aussi pris quelques contacts avec les gens du segment événementiel. J'avais d'ailleurs fait un premier stage au service des sports de Courchevel pour organiser des événements, aider à organiser des événements pour la station. Donc voilà, ça faisait pareil. Enfin, j'avais plein de pistes qui étaient ouvertes, mais sans vraiment savoir ce que j'allais faire plus tard. Et puis finalement, il a fallu que je me pose un peu
la question un peu plus sérieusement quand le stage de fin d'études, le stage de césure, stage de fin d'études que j'avais choisi de mettre à la fin de mon cursus à l'ESCP. Quand ça arrivait, il fallait vraiment que j'y réfléchisse plus sérieusement. Ouais. Et là, comment tu fais pour passer de donc étudiant avec une vie à côté assez sportive à responsable d'un portefeuille d'actions dans une boîte à Paris qui fait de l'asset management? Là, il y a un vrai gap. Ouais, c'est sûr. Comment c'est tout sûr. ça s'est mis en place pour toi? Je pense qu'effectivement, si on remonte quelques années en arrière, 2006, 2007, 2008, etc., si on m'avait dit que en 2019, je serais gérant de portefeuille, je pense que je n'y aurais pas vraiment cru, parce qu'en plus, il y avait un cours que je détestais à l'ESCP, c'était le cours de finance. Donc voilà, me voilà maintenant dans la finance depuis plus de 10 ans, et en plus, je m'y épanoui. Moi, la manière dont j'avais eu les cours obligatoires de finance, et puis j'avais choisi quelques électifs aussi pour m'y intéresser quand même, j'étais tombé sur des calculs stochastiques. Enfin, c'était vraiment très très mathématique, très statistique, et finalement ça correspondait pas vraiment à ce que j'avais envie de faire. Et puis finalement j'ai découvert le métier de gérant de portefeuille tout simplement au travers de rencontres. Et il y en avait une qui était assez évidente. C'est mon oncle donc qui avait créé une société de gestion de portefeuille. Donc voilà, je savais qu'il avait créé cette société de gestion de portefeuille Sycomore en 2001. J'en ai entendu parler dans mon giron familial, mais j'avais jamais vraiment eu l'occasion d'échanger avec lui sur son métier, sur ce qu'il faisait au quotidien. Et en discutant, voilà, il m'a expliqué ce que c'était d'être gérant de portefeuille, en tout cas chez Sycomore. Et donc voilà, c'était de rencontrer des dirigeants d'entreprise, d'essayer de comprendre leur stratégie, leur vision long terme, essayer finalement de capter un petit peu les évolutions du monde, et puis finalement de faire des choix d'investissement en fonction de tout cela. Alors évidemment, il y a une partie chiffre qui est importante dans la valorisation des entreprises dans lesquelles on investit, mais ça va évidemment au-delà des chiffres. Et la manière dont il m'a parlé de son métier, vraiment, j'ai trouvé ça captivant, et ça m'a donné envie de creuser, pourquoi pas de me lancer dans un stage dans le secteur de la finance, et plus particulièrement de l'investissement socialement responsable. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire un stage dans ce secteur, et ça m'a conforté effectivement. J'étais curieux de découvrir ce que c'était, et puis en découvrant ce que c'était, j'ai tout de suite su que ça me plairait. Donc j'ai démarré en mars 2011 ce stage dans l'investissement socialement responsable, et c'était vraiment une révélation. Voilà, dès le premier jour finalement. Voilà, peut-être pas le premier jour, mais à la fin de la première semaine, j'ai su que à aucun moment je me suis réveillé ou en pensant patinage, en ayant envie d'aller à la patinoire. J'étais vraiment très très heureux de me rendre au bureau. Je trouvais que les missions qu'on m'avait confiées, pourtant j'étais qu'un stagiaire encore, mais que les missions qu'on proposait étaient vraiment vraiment intéressantes. J'avais envie de continuer, de pousser davantage, d'apprendre de nouvelles choses, et voilà, c'était un peu une révélation. Tu vois, la question que j'allais te poser, c'est comment t'as su que c'était a priori une voie intéressante pour toi? Tu viens d'y répondre. T'as tout de suite eu le feeling que t'allais te plaire là-dedans. Ouais. C'est vrai que ça a été très rapide. Ça a été vraiment. J'ai eu de la chance aussi d'avoir une responsable de stage qui tout de suite m'a donné des missions intéressantes. Mais c'est vrai que voilà, j'ai pris très très vite conscience que c'était un métier qui pouvait me plaire, qui finalement collait bien à mes aspirations, dans lequel aussi j'arrivais à retrouver un petit peu de ce qui me plaisait dans le patinage, l'aspect un peu compétition. C'est vrai qu'on a des performances, les performances boursières qui nous permettent d'être mesurées. Et un peu comme dans le patinage, finalement, il n'y a pas une corrélation systématique entre l'intensité de l'entraînement sur les dernières semaines et la performance le jour J, parce que des fois, on peut passer à côté de sa compétition après s'être très très bien entraîné. Mais quand même, dans la durée, quand on travaille dur, quand on travaille bien ses dossiers, on se rend compte qu'on a tendance à surperformer. C'est vrai que cette corrélation entre finalement le sport de compétition, je trouve que les métiers de la finance, c'est un petit peu une compétition au quotidien, et c'est ça aussi qui m'a plu. T'as une exigence et une compétition qui t'ont rappelé un peu la patinoire. Ouais, exactement. C'est vrai. Je pense que effectivement, quand on a été sportif de Lyon, on a besoin d'être un peu stimulé en permanence. On a envie de se fixer encore des objectifs au quotidien, d'aller toujours un peu plus loin, un peu plus haut. Le goût de la compétition, on le perd pas comme ça du jour au lendemain en raccrochant les patins. Donc effectivement, je me sens encore très très compétiteur dans l'âme, et j'ai envie d'être le plus compétitif possible. Je vais retaper Alban Préaubert sur Google. J'arrive sur Wikipédia avec ta vie de sportif et sur LinkedIn avec ta vie d'analyste gérant ISR. J'ai un peu une double vie. Et là,
Et là, comme tous les Français qui ont l'impression de savoir ce que c'est que la bourse, mais qui en fait n'y comprennent rien, je vais te poser la question toute simple d'essayer de m'expliquer avec des mots simples l'intégralité de ce que tu fais dans ton boulot. Ouais. Alors effectivement, donc je suis gérant de portefeuille, hein, donc mon métier c'est vraiment finalement d'investir dans des sociétés que je considère comme sous-évaluées par le marché, donc placer de l'argent, enfin d'acheter des actions, voilà, de sociétés cotées en bourse, des sociétés à fort potentiel, et en espérant qu'elles s'apprécient à l'avenir et qu'elles permettent à mes clients de gagner de l'argent. Donc ton outil de travail c'est une somme. Ouais. Qui vient de tes clients. Voilà, effectivement. Donc ça c'est plutôt mes commerciaux, hein, donc qui s'occupent de collecter de l'argent. Donc en présentant un peu nos process, notre manière de fonctionner et nos performances passées. Moi, mon métier au quotidien, c'est de découvrir des entreprises, de les rencontrer, de rencontrer les dirigeants, d'essayer de comprendre effectivement leur stratégie, leur vision long terme, leur impact aussi sociétal, environnemental. Parce que c'est vrai que encore une fois, je suis un investisseur très très impliqué sur l'ISR, donc l'investissement socialement responsable. C'est un peu l'ADN de la société pour laquelle je travaille, Sycomore Asset Management. On a vraiment la volonté d'être un des leaders de l'investissement socialement responsable, et donc ça fait partie des aspects importants quand on analyse une société, de vérifier, de s'assurer que cette société finalement respecte bien les enjeux du développement durable. Donc une fois qu'on s'est assuré de cela, si on considère que la société est sous-valorisée, eh bien on en achète des actions en espérant effectivement voir le cours s'apprécier dans le futur. Toutes les entreprises dans lesquelles tu investis pour tes clients sont des entreprises cotées. Oui, je m'intéresse uniquement effectivement aux sociétés cotées en bourse. Je gère des fonds qui ont effectivement la contrainte d'investir dans des sociétés cotées en bourse. Et si on veut détricoter un peu la pelote pour bien tout comprendre, tes clients sont des entreprises, des institutionnels, des particuliers qui se rassemblent? Alors c'est principalement des investisseurs institutionnels, donc des assurances, des caisses de retraite, des fonds de pension. Peut être aussi des conseillers de gestion en patrimoine qui gèrent les patrimoines de clients finaux. Que c'est rarement des fortunes individuelles. C'est vraiment investisseurs institutionnels et conseillers de gestion en patrimoine qui sont notre cœur de clientèle. D'accord. Et donc toi, pour récapituler tout ça, tu leur proposes des placements des entreprises que tu as identifiées? Alors moi, je co-gère effectivement au sein de Sycomore 3 fonds principalement. Donc un fonds petite et moyenne entreprise. Donc ça reste des sociétés cotées en bourse, hein, donc ça peut quand même être des sociétés avec des tailles significatives, mais généralement en dessous d'1 milliard de market cap, donc capitalisation boursière. Et je gère également un fonds donc sur la transition écologique et énergétique, dans laquelle j'investis uniquement des sociétés qui ont un impact positif sur l'environnement. Donc c'est vrai qu'on a développé une métrique en interne assez poussée qu'on appelle la NEC, donc qui nous permet à partir d'analyse de cycle de vie de mesurer l'impact positif ou négatif d'une société sur l'environnement, et du coup on investira dans ce fonds uniquement sur les sociétés à impact positif. Et voilà, un autre fonds là aussi plutôt focalisé sur les petites et moyennes entreprises qu'on co-gère en fait avec d'autres partenaires partageant la même philosophie d'investissement que nous, qui s'appelle Synergie Smaller Companies. Donc Synergie Smaller Companies, Sélection PME et Éco-Solutions sont les 3 fonds sur lesquels je suis principalement impliqué au quotidien chez Sycomore. On pourrait aller encore un cran plus loin et que tu nous réexpliques ce que c'est qu'un fonds. Oui, un fonds. Alors en fait, effectivement, pour diversifier le risque, il faut investir dans plusieurs sociétés. Hein. C'est vrai que même si on a une très très forte conviction dans une société, c'est par exemple si on est convaincu que Adidas va se développer à moyen long terme de belle manière, il serait totalement déraisonnable de mettre tout l'argent de nos clients sur des actions Adidas uniquement. Donc c'est important, très très important même de diversifier le risque, et donc dans un fonds en général on met une cinquantaine, soixantaine de sociétés différentes. Donc on achète des actions de 50, 60 sociétés différentes avec des expositions sectorielles comme ça diversifiées, expositions géographiques aussi diversifiées, et ça nous permet d'avoir donc un fonds qu'on propose aux clients. Donc soit on peut chez Sycomore gérer des mandats dédiés donc à un client en particulier, soit on gère des fonds ouverts donc dans lesquels les particuliers finalement même peuvent souscrire au travers de différentes plateformes type Boursorama ou autre. Donc ta performance, c'est la performance d'un de ces 3 fonds, oui, qui est elle-même
on va dire la moyenne, à peu de choses près, de la performance de chaque entreprise référencée dans le fond. C'est ça. Ouais. D'accord. Ouais. J'essaie de... Bravo, parce que c'est vrai que c'est quand même un secteur qui est quand même assez obscur pour le grand public. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de mythes autour de la finance et pourtant j'espère en tout cas essayer de l'expliquer au mieux pour faire comprendre que c'est finalement pas si compliqué, que vraiment c'est vraiment investir finalement dans l'économie réelle, en rencontrant des sociétés, en les visitant, en étant vraiment le plus possible au contact de ces sociétés et donc en achetant des entreprises tout simplement dans mon fonds. Alors je vais pas te demander le secret de Sycomore pour faire les bons investissements, mais en revanche, une fois que tu as identifié qu'une entreprise était socialement responsable, qu'elle avait un impact non négatif voire positif sur l'environnement, donc elle est éligible à l'un de tes fonds, quels sont grosso modo les critères qui vont te permettre de définir, bon bah voilà, vis-à-vis de mes clients, je pense que je dois les faire investir là-dedans ou pas? Ouais, en fait, on a des outils de valorisation en interne, donc qui ont été développés donc par les équipes IT de Sycomore. Alors il y a une partie qui est effectivement chiffrée, donc on regarde finalement l'évolution du chiffre d'affaires. Alors sur l'historique, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est sur du prospectif. Donc on regarde un petit peu les tendances du passé pour essayer d'extrapoler au mieux les tendances du futur. Donc l'évolution du chiffre d'affaires, des niveaux de profitabilité aussi de la société. On regarde également la situation bilancielle. Est-ce que la société est endettée? Comment elle gère son BFR, par exemple. Donc, on a vraiment toute une partie chiffrée qu'on renseigne. Alors attends, je te coupe une seconde. Le BFR, pour ceux qui nous écoutent, ouais, c'est le... Vas-y. Besoin en fonds de roulement. Donc, c'est effectivement comment la société finalement finance son développement au quotidien, pour être très grossier. Voilà, on a tous ces indicateurs financiers qui finalement qu'on rentre dans des cases. Puis ensuite, on a toute cette partie analyse fondamentale qui est essentielle et finalement qui viendra ajuster après nos valorisations. La partie fondamentale, finalement, c'est 80% du temps. Alors c'est pas toujours évident à décrire comment on fonctionne, mais en gros on a une philosophie d'investissement chez Sycomore. C'est un peu le cœur de notre fonctionnement. C'est la méthodologie SPICE en fait. Donc on est vraiment convaincu qu'une société ne peut créer de la valeur de manière durable que si elle partage cette valeur avec l'ensemble de ses parties prenantes. Donc dans SPICE, on a identifié toutes les parties prenantes de la société. Donc dans le S, il y a le Society and Suppliers, donc à la fois les fournisseurs, mais aussi la société civile. Dans la partie P, c'est People, c'est les employés de la société. Effectivement, c'est clé d'avoir des interactions positives avec ses employés pour se développer pour une société. Ensuite, la partie investisseur, on regarde également les enjeux de gouvernance au sein de cette partie investisseur. La partie C, c'est client, et la partie E, c'est la partie prenante environnementale. Voilà, donc on est convaincu que si une société néglige, méprise une seule de ses parties prenantes, elle fonce droit dans le mur. Ça, c'est un gros travail qu'on fait au travers de notre analyse fondamentale SPICE, voilà, qui est basée sur 80 critères différents. Alors attends, à ce stade, je vais essayer de reformuler tout ce que tu dis. Tu as des clients qui te confient des millions d'euros. C'est soit plein de particuliers, soit des entreprises, soit des institutions qui te confient une somme d'argent que tu places dans des boîtes dans lesquelles tu crois. Ouais. Et ce choix d'entreprise repose donc, si j'ai bien compris, sur des critères quantitatifs, le fichier Excel géant, ouais, avec tous les éléments, les ratios, et encore plus sur des éléments qualitatifs dont tu viens de parler là, avec tout ce qui fait que vous croyez dans un peu l'essence de cette entreprise. Exactement, ouais, okay. C'est un très très bon résumé. Du coup, une fois qu'on a compilé toutes ces données dans notre modèle, finalement ça nous donne une estimation de la valeur de la société, et donc on compare cette valeur qu'on donne à la société à la valeur que le marché lui donne, et clairement si notre valeur de marché est supérieure à celle, enfin notre valeur estimée est supérieure à la valeur de marché, dans ce cas-là on investit dedans et on achète donc des actions au sein du fonds. Donc vous allez dire, on estime que une part de cette société, ça devrait valoir 10 euros. Exact. Vous voyez que sur le marché, une part, ça vaut 7 euros. Voilà. Et vous dites qu'il y a un delta. Exactement. Donc on l'achète à 7 euros, et puis le jour où elle atteint 10 euros ou qu'elle dépasse 10 euros, on revendra cette action. Une semaine type dans ce job,
À quoi ça ressemble dans les grandes lignes? Ouais, alors j'ai eu l'habitude d'avoir des journées intenses quand j'étais sportif et étudiant. Je continue sur un rythme qui est quand même assez soutenu. Hein. C'est vrai que voilà, c'est quand même des grosses journées, des métiers effectivement assez exigeants. Il faut être absolument au bureau avant 9h, hein, parce que c'est vrai que les marchés financiers ouvrent à 9h, donc en général, j'arrive vers 8h, 8h30 au bureau plus tard pour commencer à regarder un petit peu les mails, les communiqués de presse qui ont pu tomber de certaines sociétés pour annoncer des résultats, des nouvelles acquisitions, des actualités. Ensuite, pendant 2-3 heures, donc je digère en gros toutes ces informations qui ont pu tomber, tous les commentaires d'analystes qui ont pu être rédigés sur ces différentes sociétés, sur les différentes informations qui sont tombées dans la nuit ou le matin au travers de ces communiqués. Ensuite, généralement, il y a un déjeuner avec une société, donc je vais rencontrer un dirigeant d'entreprise qui vient présenter sa société au marché, aux investisseurs. Et puis l'après-midi, je rentre un peu plus dans un dossier, plus dans l'analyse vraiment fondamentale d'une société. Je prends plus de temps pour décortiquer tous les rapports qui ont pu être publiés sur cette société et essayer de vraiment creuser pour voir si c'est un investissement qui me semble intéressant ou pas. Et donc, généralement, une bonne analyse, ça peut prendre au moins 2 jours. Hein. Donc, je démarre sur un après-midi, je vais continuer le lendemain, le surlendemain s'il y a le temps. Et puis, il y a quand même beaucoup de déplacements aussi. Hein. C'est vrai que je le disais, on va quand même souvent sur site rencontrer des sociétés. Donc, je suis assez souvent sur la route aussi. Alors, soit directement prendre un train ou un avion pour aller rencontrer une société sur son site de production, essayer de rencontrer les employés aussi. Soit sinon, faire une conférence et rencontrer d'un seul coup 10, 20 sociétés sur plusieurs jours, par exemple. C'est un peu le speed dating de l'investissement. C'est vrai que voilà, on a des rendez-vous en one-to-one avec les dirigeants d'entreprise et donc pendant 1 heure, on peut poser les questions qu'on veut aux dirigeants pour essayer de mieux comprendre sa société, mieux comprendre les choix stratégiques. Et ça, tu le fais avant d'investir pour savoir si vous y allez ou pas. Tu continues à le faire après avoir investi? Voilà, c'est vrai que avant chaque investissement, en gros, on s'oblige à avoir rencontré la société au moins une fois. Et puis effectivement, une fois qu'on est investi dans la société, il y a un vrai suivi qui est effectué. Et on essaye de rencontrer à nouveau de manière assez régulière les dirigeants de cette société. La bourse, tu disais que ça ouvre à 9h. Donc oui. Concrètement, à partir de 9h, tout le monde peut acheter et vendre des actions. Oui, sur le marché européen. Alors c'est vrai que moi je suis principalement investi sur le marché européen parce que c'est vrai que on voit certains traders qui sont à la fois sur plusieurs marchés et qui peuvent mettre des réveils en pleine nuit pour l'ouverture du marché japonais, pour l'ouverture du marché américain, etc. Donc moi, heureusement, j'arrive quand même à avoir des nuits correctes parce que je suis surtout investi sur le marché européen. Donc à 9h, le guichet ouvre ouais. Et si je dis pas de bêtises, à 17h, ça ferme. 17h30. 17h30. Ouais. Donc la bourse a des horaires de bureau. C'est ça. Mais pas les investisseurs. Non, les investisseurs généralement arrivent quand même un petit peu avant 9h au bureau et puis quittent un petit peu après 17h30 aussi. Hein. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de synthèse aussi, de reporting à faire et du coup c'est quand même très rare de quitter avant 19h, 19h30, voire même 20h le bureau. Alban, merci beaucoup, c'est très intéressant. Alors tu sais, j'ai une petite habitude, c'est de demander à nos invités de partager un élément qui est un élément de ta vie de tous les jours et qui illustre bien ton quotidien. Alors s'il y en a 2, ça marche aussi. Je crois que tu avais 2 choses. Mais voilà, qu'est-ce que tu voudrais nous partager pour nous raconter un peu ton job ? Oui, alors c'est vrai qu'il y a un outil qui est quand même assez essentiel, hein, qui est très connu dans le milieu de la finance. C'est les écrans Bloomberg. Il y a en dessous notre outil de suivi des performances qui s'appelle le Psycho Monitor. Et c'est vrai que voilà, Bloomberg c'est une mine d'informations pour les financiers. On a tous les chiffres qu'on veut, on a vraiment un suivi de l'ensemble des sociétés qui sont cotées en bourse et on passe beaucoup de temps effectivement sur ces outils, sur Bloomberg, sur FactSet. Quand on n'est effectivement pas auprès des sociétés, à les rencontrer, à rencontrer les dirigeants, souvent on est sur nos écrans Bloomberg et sur nos outils de valorisation. Je partage un peu à l'oral ce que j'ai vu à l'écran. On a 3 écrans, un avec des cours en live, un en dessous avec un énorme fichier Excel qui donne les performances de chacune des boîtes dans lesquelles tu as investi en live. Ouais, c'est bien ça. Et puis un autre qui sert je sais pas trop à quoi. C'est quand il y a Roland Garros.
Effectivement, le troisième, c'est plus pour lire les mails. C'est vrai que bon, moi j'ai 3 écrans. J'ai des collègues qui en ont encore plus, 4, 5. Et c'est vrai qu'il y a tellement d'informations à traiter au quotidien, en permanence, des flux d'informations qui arrivent un petit peu dans tous les sens. Effectivement, vraiment avoir 3 écrans chacun, c'est pas de trop. Tu m'as promis de me montrer un autre truc, mais je sais pas ce que c'est. Alors, je l'ai pas sur moi, mais je peux le remontrer tout à l'heure parce que là, du coup, j'ai changé de place pour venir montrer les écrans Bloomberg. Mais c'est mon téléphone portable qui est aussi un outil de travail essentiel. Ça a pu me valoir parfois quelques remarques de mes proches, de mes amis, etc. Parce que c'est vrai que quand je déjeune avec eux et que le marché est encore ouvert, je passe quand même parfois un peu trop de temps sur l'écran de mon iPhone. C'est vrai qu'il y a un chiffre qui est assez hallucinant, c'est le nombre de mails non lus. Je crois que en ce moment, je suis à plus de 16 000 mails non lus. Je vous rassure, je suis quand même assez consciencieux. Les mails importants, je les lis tous. Mais c'est vrai qu'on est encore une fois tellement abreuvé d'informations, on reçoit tellement de commentaires de brokers, d'analystes qui parfois nous envoient des informations qui nous concernent pas forcément, qui concernent pas forcément les thématiques sur lesquelles on est investi, qu'on n'ouvre pas tout systématiquement. C'est vrai que je pense qu'à l'ouverture, entre 8h et 10h tous les matins, je dois recevoir au moins 300 ou 400 mails, donc c'est difficile de tous les ouvrir et les lire en détail. Mais encore une fois, les infos essentielles, en général, elles m'échappent pas. Tu fais une belle transition vers la question du décalage entre la réalité et l'imaginaire, donc soit collectif, soit ce que toi tu pensais. Autrement dit, comment tu voyais le métier avant de le faire? Quelle est la réalité de ce métier? Est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes? Ce qui me plaît vraiment, que j'imaginais pas aussi important avant vraiment de démarrer dans ce métier, c'est finalement l'importance d'être proche des entreprises, de les visiter, de finalement voir comment elles fonctionnent. Je pensais vraiment que je serais en permanence derrière mon écran d'ordi, derrière mes 3 ou 4 écrans. Et c'est vrai que évidemment ça concerne une partie de mes journées, mais il y a quand même beaucoup de déplacements, beaucoup de sorties du bureau. D'ailleurs, mon top management souvent il nous donne la consigne d'être le moins possible au bureau pour être le plus proche possible des sociétés, parce que c'est finalement comme ça seulement qu'on arrive à palper, sentir si une société est performante, si les employés sont motivés, si les employés adhèrent à la culture d'entreprise, etc. Parce que souvent, si on se contente de lire un rapport annuel d'une société, on va voir que les aspects positifs. Oui, effectivement, il n'y a que du positif qui ressort souvent dans les rapports annuels. Et c'est vrai que quand on va sur le terrain, on arrive à être plus dans le concret. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me marque au quotidien et que je trouve assez stimulant. Ouais, c'est vrai que c'est pas l'idée qu'on se fait de la bourse, d'avoir des rencontres et de se faire un feeling sur la partie un peu humaine des choses. Oui, et c'est vrai que vous voyez aussi qu'il y a beaucoup d'écrans, tout est quand même assez informatisé maintenant. La bourse, c'est plus à la criée comme avant au Palais Brognard. Tout ça existe plus vraiment, même si on a quand même nos traders à Trading Desk qui effectivement essayent de négocier les cours les plus intéressants possibles pour nos investissements. Mais c'est quand même c'est pas comme ce qu'on voit dans les films comme Wall Street ou comme le Loup de Wall Street, qui effectivement a donné quelques sueurs froides à ma maman quand elle l'a vu, parce que là aussi il y a quand même beaucoup de mythes autour du financier, de l'investisseur, du trader. C'est vrai qu'on imagine des millions, vous voyez que ce soir à notre bureau il n'y a pas de stripteaseuse, il y a rien là. Il y a personne même. Il y a personne. Alors c'est parce qu'il est tard, parce que c'est vrai que j'ai quand même des collègues qui peuvent passer des soirées au bureau, mais vraiment c'est quand même beaucoup plus sage que ce qu'on en raconte en tout cas. Il paraît qu'il y a eu quelques excès dans les années 80-90 qui ont pu être transcrits dans certains films, mais aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus sage que ce qu'on en dit. Dans l'imaginaire collectif de la finance, il y a notamment avec Jérôme Kerviel, tu parlais du Loup de Wall Street, on a toujours cette image que quand on veut faire beaucoup d'argent vite, on peut aller travailler en finance. Moi, j'aimerais bien démystifier un peu tout ça et que tu puisses nous partager comment ça se passe concrètement au niveau des jobs en finance, tels que toi tu les connais, au niveau de la rémunération. Concrètement, il se passe quoi?
Oui, alors forcément c'est des métiers qui sont bien rémunérés, hein. Je vais pas m'en cacher, on n'a pas à se plaindre. Après, faut effectivement sortir du mythe du trader millionnaire, hein. On gagne pas des millions, c'est pas des niveaux de salaire qui font fantasmer dans l'imaginaire collectif. Donc en gros, je suis diplômé de l'ESCP, mon fixe finalement il est à peu près en ligne, il est même tout à fait en ligne, hein, avec un diplômé moyen de l'ESCP que 10 ans d'expérience, je suis tout à fait dans la moyenne. La seule chose qui effectivement nous permet probablement d'être mieux rémunéré que la moyenne, hein, c'est le bonus qui dépend tout à fait de nos performances, qui certaines années peut effectivement permettre de doubler le fixe les bonnes années et qui potentiellement peut également être à zéro les mauvaises années. Voilà, pour être assez transparent, c'est vrai qu'on vit bien. Ce serait un peu indécent de dire qu'on est mal payé dans ce secteur. C'est vrai que c'est un secteur qui est quand même bien rémunéré, mais on est aussi assez loin des fantasmes qui peuvent voir le jour dans certains films ou dans certaines émissions parfois. Ok, écoute, merci. Je pense que c'est bien d'en parler. Pour ceux qui veulent se faire une idée un peu sur l'aspect financier de la finance, sur l'aspect de la rémunération, bah voilà, vous pouvez aller regarder un package d'une école de commerce et puis vous dire que ça c'est la base et après il y a des bonus en fonction des performances. Voilà, c'est très très variable effectivement. Encore une fois, ça peut être très positif les bonnes années, mais il faut faire les performances, il faut délivrer et puis surtout il y a des réglementations qui ont permis, et je pense que c'est vraiment une bonne chose, hein, d'assainir aussi la manière dont la plupart des personnes sont rémunérées, puisque maintenant quand on dépasse une certaine somme de bonus, ce bonus sera différé. Donc en fait on en touche un tiers la première année et en fait le reste est provisionné et donc est lié aux performances de notre fonds dans le futur. Ce qui effectivement permet d'éviter aux investisseurs de prendre des risques démesurés pour toucher un bonus plus élevé que la normale sur une année et derrière du coup prendre le risque. Encore une fois il y a l'aspect rendement risque. Donc quand on prend énormément de risques, potentiellement on peut gagner beaucoup plus, mais potentiellement on peut aussi perdre beaucoup plus. Donc vu qu'il y a cette fois-ci un alignement qui est de plus en plus important entre la rémunération de l'investisseur et du client final, ça permet de mieux appréhender le risque qui est pris et de mieux aligner finalement les intérêts de tout le monde. C'est une très très bonne chose et ça permettra de continuer à démystifier tout ça. En général, je pose la question qu'est-ce que tu préfères dans ton job et qu'est-ce qui est un peu moins fun. J'ai l'impression que tu as répondu à la première en nous disant que le fait de pas être au bureau, d'aller vraiment sentir les entreprises de l'intérieur, si je dis pas de bêtises, c'est ça qui ressort. Ouais, j'aime vraiment ça effectivement. Puis ce qui est assez passionnant, hein, c'est finalement très très stimulant intellectuellement, quoi. C'est vrai que c'est à la fois un piège et quelque chose qui est passionnant parce que c'est vrai que quand je sors dans la rue, quand je vais en vacances, etc., je suis toujours sur le qui-vive pour essayer d'observer les évolutions sociétales, voir les gens, quelles marques ils portent, quelles sont les dynamiques, qu'est-ce qu'ils mangent, est-ce que les légumes Bonduelle en ce moment ont du succès ou est-ce que c'est plutôt voilà, sans arrêt on est ouvert sur l'extérieur pour essayer de capter les grands changements de comportement, les grands changements sociétaux et tout ça c'est effectivement extrêmement intéressant de les suivre au quotidien. Après c'est vrai que du coup on est un peu piégé dans notre métier et toujours toujours en train d'y penser, quoi. Mais tu analyses tout. Voilà, c'est vrai que j'analyse les sociétés, mais j'analyse aussi le monde, j'analyse un peu tout ce que je vois, j'ai tendance à l'analyser. Et quels sont les aspects un peu moins drôles, voilà, les choses plus ou moins connues qui sont vraiment pas fun dans ce métier? Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même une part de stress qui est assez importante, hein, parce que les performances boursières sur le marché action peuvent être quand même très très volatiles, hein. L'année dernière, par exemple, a été une année difficile pour les actions et notamment pour les actions des petites entreprises, hein, sur lesquelles je suis pas mal investi. Voilà, les indices sur les small cap, petites capitalisations boursières qui ont baissé de 30% sur la deuxième partie de 2018. Donc évidemment, quand il y a des baisses aussi significatives, les clients sont pas contents. Donc il faut évidemment se confronter à eux pour essayer d'expliquer les performances, d'expliquer pourquoi cette année c'était plus compliqué, pourquoi on a bon espoir que dans le futur à nouveau on sera en mesure de délivrer des performances positives. Donc c'est vrai que c'est un métier pas mal soumis au stress. Alors heureusement, je pense que mon expérience de sportif de haut niveau m'a permis de plutôt bien gérer ça, d'apprendre et de relativiser les échecs, de savoir que derrière des échecs il y a des succès, que derrière des succès aussi faut surtout pas s'enflammer parce qu'il y aura des échecs. Donc voilà, essayer de justement mieux maîtriser
cet aspect un peu maniaco-dépressif du métier, parce qu'il y a des hauts qui vont très haut, des grandes satisfactions quand les performances sont au rendez-vous, et potentiellement des périodes beaucoup plus compliquées en termes de performance. Et je pense que c'est important pour vivre heureux et serein quand même au quotidien, de pas s'apitoyer quand ça va mal et de pas s'enflammer quand ça va bien, quoi. Il faut vraiment essayer de rester dans une fourchette raisonnable. Et je pense encore une fois que le sport de niveau, pour ça, m'a beaucoup appris, et que encore une fois, il y a un vrai parallèle à faire entre le métier de financier et la carrière de sportif de haut niveau. J'ai 3 questions pour la fin. La première, c'est quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer? On va pouvoir le faire de 2 façons. Quelqu'un qui voudrait se lancer dans le patinage et quelqu'un qui voudrait évidemment se lancer dans la finance de marché. Oui, alors quelqu'un qui veut se lancer dans le patinage pro, je lui souhaite beaucoup de courage. C'est un sport qui est très exigeant, et puis surtout il faut avoir démarré tôt, donc je pense qu'il est peut-être déjà malheureusement trop tard quand il aura quand il pourra avoir mes conseils. Voilà, c'est vrai que si on démarre pas avant 10 ans, je pense que c'est quasiment impossible de faire une carrière dans le patinage professionnel. Il y a eu des exceptions, hein. Johnny Weir par exemple a dû commencer, un champion américain qui a dû commencer à 14 ans et qui finalement a pu être dans le top 5 mondial. Donc mais c'est vraiment très rare. Donc encore une fois, si on veut se lancer dans une carrière de patinage artistique, il faut s'y prendre très tôt et travailler très dur. Par contre, sur la finance, il y a quand même plus d'espoir entre guillemets. C'est vrai qu'on peut envisager une reconversion quand même beaucoup plus tard. Voilà, je pense qu'il faut beaucoup de rigueur. Ça, c'est important dans ce métier. Une forte capacité de travail, parce que c'est vrai que encore une fois, pour être performant, voilà, il y a plus de 7000 sociétés qui sont cotées en Europe. Donc, si on veut essayer de trouver les petites pépites, plus on prend le temps de travailler pour essayer de dénicher ces pépites, plus on aura de chances d'être performant sur la durée en tant que gérant de portefeuille. Voilà, idéalement, il faut avoir fait une école de commerce ou une école d'ingénieur aussi. On a certains ingénieurs chez Sycomore. C'est difficile de rentrer tout de suite dans le buy side côté investisseur, mais souvent il y a une possibilité de rentrer par le côté sell side. Donc on est analyste d'abord dans une grande banque, on fait des conseils pour les investisseurs buy side, et puis ensuite on peut, quand on est bon, être repéré et basculer sur le buy side. Voilà. En fait, il y a sell side, c'est le conseil en investissement, c'est un peu les brokers qui font finalement le même métier d'analyste que celui d'analyste buy side, mais le buy side aura finalement la possibilité, enfin la décision d'investir en plus par rapport au sell side. Il y en a qui vendent et d'autres qui achètent. Ouais, il y en a qui proposent l'idée d'investissement. Effectivement, le buy side fera l'acte d'investissement in fine. Tu penses que un bac+5 est la porte d'entrée nécessaire et indispensable? C'est vrai que c'est compliqué quand même que le CV soit analysé par les DRH dans les banques, sociétés de gestion de portefeuille en dessous de bac+5. Après, il y a la possibilité éventuellement de faire un stage et de se faire repérer à cette occasion si on fait preuve d'une très grande motivation. Mais clairement, c'est quand même assez compliqué, hein. Il faut être honnête, d'entrer dans le milieu sans avoir fait un bac+5. La deuxième question, c'est, t'as fait tout un chemin. Si c'était à refaire aujourd'hui, est-ce que tu le referais? Et aussi, est-ce que tu le referais de la même façon? Ouais, sans hésiter, hein, je crois vraiment que, encore une fois, c'est au niveau du patinage, je garde que les bons souvenirs, que les belles expériences que j'ai pu vivre tout au long de ces années. J'ai pas de frustration. Alors peut-être que effectivement, j'aurais pu monter sur un podium européen, que j'ai dû me contenter d'une 5e place au championnat d'Europe. Peut-être qu'avec certains choix, j'aurais pu faire mieux, mais en tout cas, j'ai pas de regrets. J'ai vraiment l'impression d'avoir pu exploiter quand même une grande partie de mon potentiel. J'étais pas le plus doué quand j'étais gamin dans les patinoires, donc j'ai travaillé dur pour en arriver là, et vraiment, encore une fois, j'ai pas de frustration. J'ai aussi l'impression d'avoir arrêté à temps pour pas abîmer trop mon corps, pour pas aussi faire l'année de trop, celle qui sert à rien, celle où finalement les résultats sont plus là et on prend plus de plaisir à patiner au quotidien. Donc encore une fois, aucun regret du côté de ma carrière sportive. Et c'est vrai que ce choix de basculer dans la finance, encore une fois, il y a un peu plus de 10 ans, j'aurais jamais pensé que ce serait dans ce secteur que je travaillerais
en 2019. Voilà, vraiment c'est un secteur que j'aime, qui est vraiment très très stimulant au quotidien, sur lequel je continue à apprendre des choses tous les jours. C'est très enrichissant aussi d'avoir ces échanges avec les dirigeants d'entreprise que je peux rencontrer au quotidien. Encore une fois, je pense pas que j'échangerai mon poste de gérant chez Sycomore contre un autre métier facilement. La petite question de la fin, alors c'est pas tellement une question, c'est le défi du podcast. L'idée, c'est qu'on s'adresse quand même à tous ceux qui nous écoutent, bien sûr, mais surtout à des personnes qui se posent la question de changer de boulot. Ouais. Et c'est pas tout à fait le move à la mode, mais on peut avoir un fit pour changer de boulot vers la finance. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ce que tu as fait et t'en es très content. Ouais. Donc, ce que j'aimerais te demander, c'est de nous donner un défi que tu donnes à ceux qui nous écoutent, qui sont pas du tout dans le métier, et qui se disent, bah tiens, moi c'est un truc, je sens que ça pourrait me plaire, surtout après avoir écouté Alban, tout ce qu'il dit. Le truc, c'est de passer à l'action. Quelle petite action tu donnerais, enfin c'est le cas de le dire d'ailleurs, mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut passer un peu la première, et qui est très très loin d'avoir déjà tout ce qu'il faut pour se lancer dans la finance? Ouais, une belle expérience. Je pense que ce serait effectivement de déjà se constituer son propre fonds à partir de ses deniers personnels, de ses fonds personnels. C'est vrai que c'est assez simple, hein. Finalement, il suffit d'ouvrir un PEA, de mettre l'argent qu'on peut mettre. Alors pas une toute petite somme parce que sinon ça a pas d'impact. Enfin, disons que les décisions sont faciles à prendre quand on investit que 10 euros. Quand ça devient un peu plus significatif, déjà on réagit pas de la même manière. Alors après, pas non plus prendre trop de risques, hein, parce que encore une fois le marché action est risqué, donc je voudrais pas non plus causer des pertes significatives en capital pour celui qui se lancerait avec un pactole trop significatif, mais peut-être mettre 500 euros ou 1000 euros de côté dans un PEA et puis créer un portefeuille. Alors peut-être pas avec 50 valeurs parce que c'est vrai que nous on diversifie avec autant de sociétés parce qu'on a quand même plusieurs millions à gérer, mais peut-être autour de 10-15 valeurs et puis voir un petit peu les performances au bout d'un an et essayer de les comparer, pourquoi pas, à celles de mes fonds chez Sycomore, et puis m'envoyer effectivement par les réseaux sociaux le track record, on appelle en finance les performances dans la durée de ce portefeuille. Alors pas fictif, parce qu'encore une fois, quand on fait un portefeuille fictif, on prend pas les mêmes décisions. C'est quand même beaucoup plus facile de gérer quand c'est pas du vrai argent. Quand c'est du vrai argent, on est quand même plus prudent. On prend pas les mêmes décisions. Mais voilà, ça pourrait être intéressant de voir ses performances. Ok, je pense qu'on a bien entendu le défi. Donc maintenant, pour ceux qui sont intéressés, vous savez ce que vous pouvez faire demain, ou alors dans 3 mois, ou 6 mois, ou 1 an, le temps de mettre un peu de côté pour vous lancer dans l'aventure. Alban, merci infiniment. Merci à toi, merci à vous. Si vous êtes toujours là, j'imagine que c'est que ça vous a plu. Donc je vous dis rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Cette fois-ci, on va interviewer un professionnel de la reconversion. Ce sera le premier hors-série de ce podcast. Éclatez-vous dans vos boulots et à bientôt. Salut!